Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce témoignage d'Elior qui accélère sa digitalisation en intégrant une start-up. Je me présente, Aurore Viau. Je travaille au sein de l'accélérateur ADN Booster qui accompagne les entreprises innovantes qui sont dans cette phase d'industrialisation et de passage à l'échelle. Et bien évidemment, on aborde classiquement ce sujet des collaborations avec des PME, ETI et grands comptes. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, je vais inviter à me rejoindre Floréal Pex, Philippe Le Guillou et Maxime Bouennec sur scène. On peut les applaudir. Donc, bonjour à tous les trois. Alors, une des thématiques de Digital Change sur cette session 2020, c'est effectivement comment on peut accélérer sa transformation digitale avec des startups. Et c'est ce que fait Elior. J'ai le plaisir d'avoir Floréal et Philippe pour témoigner un petit peu de leur retour d'expérience aujourd'hui sur ce sujet-là. Maxime Bouennec d'Emotic sera notre expert qui interviendra du coup en fin de témoignage pour nous donner un peu son éclairage et les petits points clés à retenir un petit peu de ce retour d'expérience. Mais tout d'abord, Floréal, vous êtes directeur technique, méthode et qualité chez Elior. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu plus du coup l'activité d'Elior et l'activité Elior Service qui est concernée aujourd'hui par ce témoignage, ce retour d'expérience? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Elior, c'est le troisième acteur de la restauration et des services dans le monde. Actuellement, on fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présent dans 6 pays, États-Unis, Inde, Angleterre, France, Italie, Espagne. Donc, on sommes environ 109 000 salariés. Et donc, dans lequel nous développons toute la partie restauration et également toute partie service. Alors moi, je suis spécialement sur la partie service et facility management, qui fait spécialisé mais sur la filiale française, qui fait environ 440 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 19 000 salariés, sur lesquels on développe 3 activités. Une activité, ce qu'on appelle logistique hospitalière, où on est très présent dans le secteur de la santé, où on a une offre d'hôtellerie de santé qui représente à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires, environ 220 millions. C'est-à-dire que rapidement, on fait tout ce qui n'est pas soin à l'intérieur des établissements de santé, aussi bien des hôpitaux, des cliniques que des EHPAD et maisons de retraite. Et également toute une activité FM dans laquelle nous faisons tout ce qui est standard, accueil, factotum, espace vert, donc tout ce qui est service aux entreprises et du pilotage aussi de prestataires et qui représente à peu près l'autre moitié de notre chiffre d'affaires, donc environ 220 millions d'euros. Ok, merci. Philippe, vous êtes responsable réseau conciergerie, mais avant cela, vous avez été fondateur d'une start-up qui s'appelle Alfred. Alfred Conciergerie d'ailleurs. On reviendra en détail sur l'activité, mais alors petit exercice où vous m'expliquez, vous n'étiez finalement pas habitué à le faire, mais si on pitch en 30 secondes Alfred Conciergerie, est-ce que vous pouvez nous donner les éléments clés? Oui, alors bonjour à tous, merci pour votre intérêt. C'est vrai qu'on n'est pas des pitchers de nature chez Alfred Conciergerie. On est plutôt, nous, sur l'artisanat, si on peut dire, sur les services, c'est-à-dire qu'on est vraiment concentré sur l'expérience client. Mais en 2 mots, la genèse, on va dire, d'Alfred Conciergerie, c'est comment avoir une relation client aboutie via le digital et comment amener des services donc, à nos utilisateurs qui peuvent leur permettre de lier leur vie privée et leur vie professionnelle, leur activité. Voilà, donc dans un premier temps, la genèse. Et puis, au fur et à mesure donc, de nos rencontres, le souhait s'est développé aussi chez nos prospects et clients de voir de nouveaux outils arriver dans les entreprises et amener physiquement, concrètement des casiers connectés, par exemple, ou plusieurs technologies pour toujours
amener du service auprès des entreprises et des occupants des bâtiments ou des visiteurs. Voilà, en 2 mots. Ok, on reviendra un peu plus en détail effectivement sur ce que vous avez développé. Alors, comme d'habitude, sur ce petit exercice de retour d'expérience, de témoignage, vous allez pouvoir participer et vous exprimer à travers un outil pendant l'intervention de Floréal et Philippe, un outil qui s'appelle Evals, sur lequel vous pouvez vous connecter très simplement, pas besoin de télécharger une application. Vous allez sur votre navigateur et vous allez sur evals.fr. Et pendant l'intervention de Floréal et Philippe, n'hésitez pas à poser vos questions sur lesquelles on pourra revenir en fin d'intervention, répondre à quelques questions clés. Donc, vous avez sur l'écran qui s'affiche derrière moi le site internet auquel se connecter, evals.fr. Il suffit d'entrer le code DC20 en minuscule, en majuscule, pas de problème, ça fonctionne pareil. Et donc, vous pourrez poser les questions au fur et à mesure qui vous viennent lors de l'échange avec Floréal et Philippe. Si on n'a pas le temps de tout aborder, parce qu'on aura à peu près 5 minutes en fin d'intervention. Il y a également un post-atelier. Je vais inviter Élise à se présenter puisque c'est elle qui va l'animer. Ce post-atelier se passe juste derrière l'atelier 200. Et donc, pendant ce temps-là, vous pouvez de nouveau poser les questions à Floréal et Philippe, un temps un peu plus long pour pouvoir poser toutes les questions et échanger de façon collective. Bonjour à tous, je m'appelle Élise Vinguet et je serai la personne qui va animer le post-atelier tout à l'heure. L'idée, c'est que là, vous allez pouvoir vous enrichir du retour d'expérience d'Elior et d'Alfred Conciergerie, je ne me trompe pas. Le second temps, en fait, c'est une suite qui vous est proposée pour pouvoir échanger, poser des questions, avoir des réponses en direct. Donc, un autre format qui vous est proposé. Donc, à la fin de la conférence, nous vous attendrons en bas de la scène et puis on vous emmènera dans ce qu'on appelle le bocal qui est juste derrière, de l'autre côté de la paroi. Merci. Merci Élise. Alors, entrons dans le vif du sujet. Floréal, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Elior a décidé de mettre en place une stratégie de collaboration avec les startups? Quels ont été un petit peu les constats de départ et les enjeux qui vous ont poussé à mettre en place ce type de collaboration? Alors plusieurs facteurs. Bien souvent, les grands groupes ont bien souvent une image d'entreprise sclérosée ou autre. Donc, donc l'idée de s'associer aussi avec des startups, c'est de donner aussi une image dynamique d'un grand groupe. Également, c'était pour répondre aussi à des attentes clients, également se démarquer de la concurrence, puisqu'on est quand même sur des marchés très concurrentiels, donc le côté innovant est de plus en plus pris en compte par les donneurs d'ordre. Également, je trouve que c'est important de donner à des collaborateurs de travailler sur des projets innovants, donc intégrer des startups ou travailler avec des startups, pour eux, c'est une véritable émulation et une stimulation d'esprit, donc faire vraiment attirer des talents, les conserver aussi. Et puis je dirais c'est accompagner la transformation de nos métiers. Je dirais que plus de la moitié de nos métiers vont disparaître dans les 10 ans, donc c'est accompagner cette transformation et faire en sorte que notre entreprise ne périclite pas, et donc avoir vraiment une vision stratégique sur le long terme. Okay, donc les enjeux du numérique touchent bien évidemment aussi votre secteur, et c'est clairement une question de vitesse aussi, de pouvoir se positionner sur des services un peu innovants, de répondre aux besoins de vos clients. Oui, puisque je dirais notre environnement change, donc notamment si on parle de tout ce qui est coworking, le travail à domicile ou autre, change les habitudes. On parle de qualité de vie au travail, donc il faut faire en sorte que les salariés se sentent bien à la fois à leur domicile, mais apporter aussi du service dans l'entreprise. Si on parle du secteur de la santé, qui est un secteur complètement disruptif aussi, avec le rapprochement ville-hôpital, donc c'est tout ça, c'est pouvoir accompagner tous ces changements et changer un peu de paradigme. Ok. Est-ce que,
puisque dans la salle, on a des dirigeants d'entreprise qui viennent s'inspirer aussi des bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place. Vous pouvez nous détailler un petit peu plus précisément comment vous avez mis en place cette stratégie. Est-ce que vous avez mis en place des outils spécifiques en interne? Est-ce que vous avez une organisation spécifique pour justement détecter, aller chercher ces startups, ces innovations et voir un petit peu comment ça peut s'intégrer dans votre société ou dans votre façon de fonctionner? Alors oui, il y a des outils et une organisation spécifique. Donc déjà, il y a une organisation au niveau groupe dédiée à l'innovation qui collecte toutes les innovations, je dirais, dans le monde. Et ensuite, il y a des référents innovation dans chaque business unit, donc notamment la nôtre. Et je dirais, nous avons également mis en place un comité innovation qui associe l'ensemble des services et des directions de l'entreprise, où on va retrouver à la fois les RH, à la fois la finance, toute la partie exploitation, le marketing, le commercial, la partie technique notamment, où ils vont détecter tout ce qui est innovation, société innovante, également tout ce qui va remonter du terrain, parce qu'une innovation peut être aussi relativement simple et ne nécessite pas forcément énormément de moyens à mettre en place. Donc ce groupe de travail va collecter l'ensemble de ces informations, que ce soit en entreprise extérieure, ou qui peut être donc ce qu'on appelle des partenariats forts avec certaines entreprises, ou des innovations que l'on va faire nous-mêmes, donc pour un sein de l'entreprise. Donc donc ces groupes de travail donc vont se former sur chaque sujet. Et donc chaque groupe de travail qui porte un sujet va le présenter devant le comité de direction, et à ce moment-là, on choisit de promouvoir tel ou tel projet. Et donc c'est ces projets-là qui sont développés. Et l'ensemble de ces projets qui sont retenus sont mis sur une plateforme participative au niveau mondial. Et donc on peut voir l'ensemble des sujets sur lesquels les divisions travaillent, ou les sujets retenus, de façon à ne pas bosser sur les mêmes sujets. Et donc il y a cette plateforme collaborative où on voit donc l'ensemble des projets au niveau du groupe. Est-ce que vous avez, alors on voit bien comment vous avez dessiné un peu l'organisation interne, est-ce que vous avez aussi mis en place un système de connexion avec les écosystèmes qui accompagnent ces jeunes pousses innovantes? Donc on a un partenariat notamment avec la ville de Paris, donc on participe notamment au mois de mars. Donc effectivement on a ce type de partenariat qui nous permet effectivement d'être à l'affût de toutes les innovations. Et puis je dirais il y a beaucoup aussi de choses qui nous remontent de la part de nos clients, qui est extrêmement important de savoir être à l'écoute et de pouvoir bouger avant les autres. Tout à fait, ouais. La réponse aux besoins du client est en fait essentielle dans cette démarche. Très bien. Alors on va aller un peu plus précisément dans le retour d'expérience d'aujourd'hui. Vous avez décidé en 2018 de vous rapprocher d'Alfred Conciergerie. Philippe, du coup, c'est le moment où peut-être vous pouvez nous décrire un petit peu plus précisément l'innovation que votre start-up a apportée à Elior, et puis de voir un petit peu concrètement comment ça prend forme. Alors, Alfred Conciergerie, c'est surtout le lien entre le site sur lequel travaillent donc les collaborateurs et l'offre de services, donc pressing, cordonnerie, double de clés, réparation mobile. On va avoir toute une sélection donc de services, et on va organiser, si vous voulez, toute la relation, toutes les interactions entre donc ces partenaires et nos clients, utilisateurs ou visiteurs. Et donc ces casiers connectés que l'on voit, donc c'est la nouveauté d'Alfred, grâce notamment au soutien d'Elior, car dans notre développement, on avait identifié ces casiers, et dans l'expérience utilisateur, il nous manquait quelque chose justement au niveau des interactions pour gagner en fluidité. Et donc ces casiers, finalement, complètent, si je puis dire, plutôt que substituent, parce que c'est vrai que l'humain est quand même très important dans les entreprises,
mais on a identifié que sur un site où on a moins de 1000 collaborateurs, ce n'est pas forcément justifié d'avoir un poste de concierge à plein temps sur un site. Et donc, ces casiers amènent quand même ces services et permettent de quand même compléter une offre donc sur le site pour les sites de moins de 1000 collaborateurs. Et pour les sites plus importants, notamment en santé, où on peut aller s'appuyer sur une équipe FM qui va être en place et un espace conciergerie avec des salles de bien-être. On va pouvoir mettre en place des services de massage, d'esthéticienne, de coiffure. Donc on va, pour nous, en fonction du site, étudier sur tous les possibles et amener un maximum de services pour justement répondre aux besoins ou créer l'envie chez nos clients. Voilà. Donc en fait, vous avez permis finalement de créer une nouvelle offre pour des sites qui n'auraient pas pu se permettre d'avoir ces services de conciergerie compte tenu de leur taille, ce que vous m'expliquiez un petit peu avant de cette intervention quand on le préparait, et puis compléter un panel de services déjà proposés en élargissant une offre beaucoup plus importante que ce qui pouvait exister initialement. Tout à fait. Merci. J'ai bien compris. Ok. Alors aujourd'hui, votre collaboration a abouti et puis elle fonctionne. L'idée, c'est toujours de partager un petit peu votre retour d'expérience. Est-ce que vous pourriez donner aujourd'hui aux personnes présentes qui vous écoutent les bons conseils un petit peu pour que ça se passe bien? Déjà, peut-être aussi nous donner aujourd'hui comment ça fonctionne. Alfred Conciergerie est dorénavant une filiale du groupe Elior, donc voir un petit peu quelle forme ça a pris en termes d'organisation. Et puis voilà, que chacun puisse un peu se projeter en se disant, bah voilà, si nous on a envie de passer le pas, sur quoi il faut qu'on soit vigilant, quels sont les bons conseils, les bons retours d'expérience que vous pourriez donner? Compliqué comme question, mais je dirais, je ne sais pas s'il y a de recettes miracles. Après, c'est la rencontre de deux entreprises, c'est la rencontre de deux cultures, une culture start-up, une culture grand groupe. Et puis, troisième phase aussi, c'est une rencontre entre des hommes ou des femmes. Et donc, je dirais, il y a ces trois facteurs qui rentrent en ligne de compte, et le facteur humain est peut-être le plus prépondérant. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que chacun doit faire des concessions, je dirais, en termes d'organisation et en termes de management. Je pense qu'intégrer une start-up sur le même modèle qu'un groupe structurant ou structuré, je dirais, ça peut être justement trop structurant, et à ce moment-là, annihiler les bienfaits de cette start-up qui va amener un certain dynamisme. Donc je dirais, mais d'un autre côté, ne pas la laisser complètement autonome non plus, parce que sinon, il n'y a pas de raison de racheter ou d'avoir un partenariat avec cette start-up. Donc c'est pour ça que je parlais de concessions mutuelles, où il faut trouver le juste équilibre entre, je dirais, une autonomie totale et l'intégration dans des structures, des process d'un grand groupe. Donc je dirais c'est une autonomie maîtrisée. Alors, je ne sais pas si le terme est exact, mais c'est effectivement travailler sur une collaboration proche, mais en même temps laisser une certaine autonomie. Surtout qu'en plus, je dirais, nous, l'intérêt que l'on avait donc en intégrant Alfred Conciergerie, c'était que c'était vraiment une activité transverse. Donc c'est qu'elle touchait l'ensemble des divisions du groupe. Donc il faut lui laisser une certaine autonomie de façon à pouvoir toucher l'ensemble de nos secteurs d'activité. Voilà, après je dirais il n'y a pas forcément de solution miracle, mais je pense aussi que ça tient aux fondateurs. Est-ce qu'ils sont prêts à un moment donné lâcher un peu les rênes, parce que je dirais c'est un peu compliqué, c'est quand même leur bébé. Dire que quelque part du jour au lendemain ils ont plus complètement les rênes, c'est quand même difficile à accepter, on peut le comprendre. Il y a c'est clair qu'il y a eu des moments où c'est pas toujours très, très facile non plus, on dirait, il faut être clair, mais je dirais voilà, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, chacun dans son condé, et puis à ce moment-là on arrive à fonctionner très bien. Philippe, vous voulez compléter?
Oui, c'est vrai que de notre point de vue, ce qui était important, c'est de pouvoir rester agile, c'est-à-dire que sur nos, on va dire nos circuits de validation au départ, c'était plutôt facile, car entre les deux fondateurs, de voter, c'était plutôt rapide. Maintenant, c'est vrai qu'il faut emmener avec nous toutes les équipes du groupe Elior, donc la qualité, les achats, la finance. Donc il faut faire des achats raisonnés, que le cap justement convienne aussi au groupe Elior. Mais je dois dire que le groupe Elior, dans notre cas, a été extrêmement à l'écoute déjà de nos souhaits. On s'est rejoint sur notre volonté de répondre vraiment à une satisfaction client et surtout une offre voilà, intéressante pour nos clients. Donc là-dessus, une vraie chance, si je puis dire, où voilà, tous les efforts ont été mis pour la réussite du projet, en tout cas. Ce que je vous soulignez, c'est vraiment effectivement à la fois, on le disait tout à l'heure, ce besoin marché et puis cette culture partagée finalement entre vos deux structures et cette volonté d'aller plus loin, mais qu'il y avait vraiment un esprit entre les deux qui pouvait fonctionner. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit retour sur combien de temps ça a pris aussi, un petit peu pour que les gens se rendent compte? Ça se fait, comme vous dites, pas du jour au lendemain. Hein, et donc, non, mais ça a pris un certain temps, parce que je dirais, on a rencontré énormément de startups et on a rencontré beaucoup d'entreprises qui souhaitaient faire plutôt un coût financier. On va dire, et que nous, c'était pas du tout notre stratégie. On souhaitait vraiment trouver une start-up qui puisse s'intégrer dans notre projet d'entreprise. C'est-à-dire avec des personnes qui veulent rester dans le groupe le plus longtemps possible. Donc voilà, donc nous, on a pris un peu plus d'1 an. On a rencontré un certain nombre d'entreprises et puis on a choisi plus en fonction de, je dirais, des personnes, peut-être aussi. C'est pour ça que j'ai un peu tiré vraiment l'attention sur ce point-là, et de dire que des gens qui adhéraient à notre culture, à notre vision, et qui étaient là pour nous accompagner et qui souhaitaient rester au sein de l'entreprise un certain temps. Oui, souvent ce qu'on dit quand nous-mêmes on accompagne des jeunes pousses innovantes, c'est que la part de l'humain est finalement hyper importante pour la réussite du projet. Alors, aujourd'hui, concrètement, ce qui intéresse toujours aussi les personnes qui sont dans la salle, c'est de se dire, très bien, si on le fait, c'est forcément qu'il y a un gain et un intérêt à collaborer ensemble. On a mis là un gain de temps de 2 à 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments clés de résultats sur l'intérêt justement de cette collaboration? Donc on l'a bien compris, il y a déjà cette réponse au marché et ce côté, ça permet de répondre à des nouveaux besoins, des nouvelles attentes des clients et de les satisfaire sur ces aspects-là. Mais voilà, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail, illustrer un petit peu ce que vous entendez sur ces 2 à 3 ans de gagner en termes de temps? Rien que ça, c'est déjà énorme. C'est sûr que nous, le digital, même si on a des équipes digitales, c'est pas quand même notre métier, c'est pas notre fond de commerce. Donc démarrer from scratch, je dirais, c'était quelque chose où ils nous auraient demandé 2 à 3 ans, énormément d'énergie, énormément de temps. Donc l'idée, c'était vraiment d'intégrer une structure qui possède la technologie. Et qui puisse nous apporter déjà une avance technologique aussi par rapport à ce qui se faisait sur le marché, avec des fondateurs qui veulent s'inscrire dans la durée. Et je dirais, effectivement, quand on a fait un peu des calculs en interne, tout construire, en fait, parce que nous, on partait vraiment de zéro. Je dirais, on a vite vu qu'en termes de financement, il valait mieux passer par le rachat d'une start-up plutôt que de partir de zéro. Et vous, Philippe, du côté Alfred? Le gain de temps est évident. Vous passez du jour au lendemain, vous intégrez du jour au lendemain le catalogue d'un grand groupe comme Elior. Donc pour une entreprise de 2015, ne serait-ce qu'en termes de réassurance pour nos prospects. C'est vrai qu'on peut apparaître comme une jeune, fragile, même si l'innovation est présentée, avérée. Parfois, quand on discute d'un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros, on peut paraître fragile. Du coup, forcément, d'avoir un groupe comme Elior, aussi comme maire, disons, au niveau de la filiale, c'est
un vrai gain de temps. Et puis si ça se trouve, on ne serait jamais arrivé à où on en est aujourd'hui. Pour nos casiers également, c'est vrai que depuis le début, Alfred donc, est autofinancé. Donc tous nos développements ont été financés par les fondateurs. Et donc toujours avec ce projet-là d'innover, d'avoir cet outil. Et là, maintenant, on intègre donc un groupe qui est tout à fait prêt, disposé à investir, à développer, à condition, bien sûr, que ce soit raisonné et dans un projet commun et puis au bénéfice de nos clients, toujours. Ouais, bien sûr. Vous avez pu avancer effectivement sur votre roadmap technologique, technique, plus rapidement que si effectivement vous faisiez le développement aussi sur les fonds propres de la start-up seul. Et effectivement, le côté réassurance était hyper intéressant. Est-ce que, sans rentrer dans des détails un peu trop stratégiques, mais vous pourriez nous donner quelles sont un peu les prochaines étapes clés que vous vous êtes fixées dans le cadre justement de cette collaboration et du déploiement de vos services ? Je dirais en termes de stratégie, c'est continuer le déploiement sur l'ensemble des divisions. Parce que bon, je dirais, on est un groupe assez important, donc il faut faire passer le message sur l'ensemble du groupe. C'est pas toujours simple. Et puis également profiter de nos différentes implantations à l'étranger pour essayer aussi d'implanter donc Alfred sur d'autres pays, notamment l'Angleterre qui a démontré un certain intérêt, pourquoi pas les États-Unis. Donc je dirais là-dessus, c'est continuer à croître sur l'ensemble des secteurs, et notamment là on s'apprête à sortir une offre spécifique sur un secteur bien spécifique, mais là je ne peux pas trop en parler. Et je dirais c'est continuer à croître, donc comme on l'a mis dans le business plan. Oui. Croissance, déploiement du service maintenant qu'il existe sur tous les marchés d'Elior, quoi. Très bien. Alors Maxime, si merci pour ce témoignage déjà. Et si vous faites ressortir les 3 points clés de ce témoignage, quels seraient-ils ? Alors je dis 3, il y en a peut-être 5 d'ailleurs. Un petit peu, qu'est-ce que les membres de l'Assemblée là peuvent retenir un petit peu de ce retour d'expérience ? Tout d'abord, merci pour le témoignage. C'est vrai qu'on suit Alfred Conciergerie depuis quelques années, parce qu'on est nantais chez Emotic. Et puis, on a participé aussi au projet de déploiement, on va dire, d'intégration chez Elior. Alors, ce que je voulais dire en complément, finalement, ce qu'on voit là dans l'intégration des startups et des grands groupes, c'est vraiment le choc de 2 cultures différentes. D'un côté, le grand groupe qui est là pour industrialiser, automatiser et déployer à l'échelle, qui a ses compétences en interne pour le faire. Et d'un autre côté, la start-up qui a l'agilité, la rapidité, l'accélération et la capacité à changer de direction naturellement pour s'adapter au marché. Et finalement, la difficulté, c'est vraiment d'intégrer ces 2 cultures différentes dans une même offre et pour le client, on l'a vu pour le client. Et si je voulais donner un peu les 3 points clés qui me semblent vraiment importantes pour... alors plutôt côté start-up, parce que c'est intéressant aussi pour les start-up de réfléchir un peu à comment sortir, on va dire, faire l'exit. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 90% des exits sont des rachats par un grand groupe. Et donc c'est intéressant de penser dès maintenant à quelle est la voie de sortie, c'est quoi la stratégie pour se déployer à l'échelle. Donc les 3 points clés pour moi, c'est vraiment la capacité à garder son autonomie dans le grand groupe, l'agilité, l'accélération. Et donc ça, c'est vraiment aussi des concessions à faire au travers du grand groupe pour garder la start-up en agilité, en fluidité et d'avoir ces capacités d'accélération et de changement de direction. C'est pas toujours facile pour les grands groupes d'accepter ça. Le deuxième point que je vois qui est aussi extrêmement important, c'est la capacité en fait à avoir du sponsoring interne et des mentors pour pouvoir se déployer et avoir accès aux actifs du grand groupe.
C'est vrai que dans une start-up, c'est vraiment l'intégration dans un grand groupe, c'est le déploiement à l'échelle. Et donc les grands groupes ont des actifs, ont des réseaux par exemple, des réseaux déployés national, international. Et donc ils doivent avoir la capacité à avoir accès à ces actifs. Et c'est vraiment la stratégie de déploiement du service à l'échelle. Et le troisième point qui me semble le plus important, c'est de prévoir l'avenir. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui les entrepreneurs, ils intègrent la société, le grand groupe, et on en a parlé un petit peu. C'est une vraie vision d'avenir et de se dire, une fois que le service est déployé en interne à l'échelle et qu'il n'y a plus forcément d'innovation directe, qu'est-ce que font les entrepreneurs dans le grand groupe? Et ça, c'est vraiment intéressant d'y penser dès le début. Souvent, les entrepreneurs quittent le navire, et parce qu'ils vont créer d'autres sociétés, d'autres startups, etc. Mais moi, je pense que l'intérêt d'avoir des entrepreneurs et des intrapreneurs finalement dans le grand groupe pour continuer à innover et créer des nouveaux business models, des nouveaux marchés, est extrêmement intéressant. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir dès le début à quelle est la place de ces entrepreneurs dans l'entreprise et comment ils vont aider le grand groupe à se transformer et à créer des nouveaux leviers, des nouveaux business models. Voilà. Merci Maxime. Vous confirmez, vous voulez compléter peut-être par rapport au retour de notre expert sur ce témoignage? Non, moi sur le principe, je suis d'accord. Après, je dirais je reviens quand même sur l'autonomie. Je dirais, il faut faire quand même attention, parce que quand on a vu quand même certains business models de certaines startups, si vous leur laissez l'autonomie, je pense que au bout de 6 mois, vous avez bouffé la baraque, hein, si je peux me permettre. Donc oui, je suis d'accord sur les grands principes. Un petit bémol près sur l'autonomie, où là, il faut quand même... On a quand même des actionnaires, des comptes à rendre, et à un moment donné, il faut quand même regarder aussi ce qui se fait. Et puis, si vous voulez intégrer quand même sur nous, pour notre exemple, où on avait vraiment une activité qui est transverse, je dirais que vous ne pouvez pas lui laisser une totale autonomie, où il faut effectivement derrière ouvrir les portes pour qu'elle puisse s'intégrer à l'ensemble des structures. C'est vrai que le fait qu'aussi maintenant nous soyons transverses à toutes les branches, on a une vision, alors nous ne sommes plus seulement Alfred Conciergerie, mais aussi Elior Service. Et l'idée aussi, c'est peut-être de pouvoir lier Alfred ou la conciergerie à d'autres plateformes déjà en place, faire une plateforme liée, ouvrir l'œil sur ce qui se fait également dans Elior Service. Et pour nous, on a pleinement le temps de voir plusieurs projets arriver. Merci. On peut les applaudir déjà. Alors, il nous reste quelques minutes pour le temps des questions-réponses que vous avez transmis à travers l'outil Evals. Donc, la première, est-ce que le choix de la start-up a été difficile ? Didier, vous aviez quand même fait pas mal de screening un petit peu, une année. Est-ce que ça a été difficile du coup de faire ce choix? Est-ce que vous aviez une shortlist? On avait une shortlist, mais finalement le choix n'a pas été si difficile que ça, puisque je dirais ça a été surtout donc la technologie équivalente, ou voire de structures, je dirais, on a eu des offres, mais qui étaient complètement délirantes en termes de tarifs. Donc je dirais là-dessus, je dirais le choix s'est fait un peu tout seul, puisqu'on a eu des demandes, mais qui étaient vraiment astronomiques. Alors c'est vrai que je dirais là-dessus, nous on pâtit aussi du fait que on n'est pas un business angel ou autre, donc on a des objectifs chiffrés, on avait une capacité maximum d'investissement, et je dirais là-dessus on a fait je dirais un rapport qualité-prix. On dirait comment on répond à un appel d'offres, ça a été un peu la même chose. Donc le choix s'est fait naturellement aussi vis-à-vis des hommes, je dirais, où il y a eu un bon feeling.
ils ne sont peut-être pas d'accord, je ne sais pas, mais Tout à je fait. dirais qu'il y a eu un bon feeling d'emblée où on sentait que ça pouvait matcher. Donc je dirais les deux ont fait que le choix a été plutôt facile. Donc entre la techno, le service, les hommes, et puis ce côté rapport qualité-prix, en tout cas offre raisonnée par rapport à vos capacités, votre stratégie, le choix était assez simple. Alors, deuxième question, en quoi en sont-ils un booster pour vous, pour Elior, aujourd'hui? Je suppose que quand ils disent sont-ils... Alors, chacun, après tout, en quoi l'un et l'autre est un booster voilà. Ils sont concernés. C'est vrai que là, chaque jour, donc nous avons des sollicitations de toute la France, même plus largement. Et c'est vrai qu'un booster pour nous, c'est certain, c'est qu'on voit surtout plein de problématiques s'exprimer. Et pour nous, c'est un challenge à chaque fois d'y répondre et donc d'innover en permanence sur des nouveaux services, de nouvelles idées. Sur comment faciliter l'intégration d'une prestation sur un site avec ses contraintes sécurisées. Je ne sais pas, une centrale où par exemple on n'a pas forcément les mêmes contraintes que sur un site, sur un hôpital, vous voyez. Donc pour nous, c'est sûr que ça apporte un vrai boost à Alfred car on est en perpétuelle innovation. Finalement, ça vous donne une vision encore plus large que ce que vous aviez déjà en tête sur les solutions, les innovations que vous pouvez proposer grâce à ces déploiements à grande échelle, quoi. Oui, c'est vrai que quand on a démarré, on a essayé d'identifier le besoin, on a essayé d'identifier l'offre qui y répondait, voir peut-être ce qu'il manquait. Et donc, Alfred s'est orienté, s'est construit comme ça petit à petit. Et là encore, en fait, finalement, on a beau essayer de rechercher par nous-mêmes et d'y répondre, eh bien, il y a encore de nouveaux besoins qui arrivent tous les jours. Et une vraie satisfaction d'y répondre. L'Oréal, du coup, de votre côté? Pour nous, ça a été un booster aussi parce qu'on répondait à une problématique client, premièrement. Un booster aussi au niveau des équipes. À l'arrivée d'une start-up, c'est toujours un côté motivant, un côté intéressant pour les équipes. Troisièmement, sur le plan commercial aussi, je dirais pour les équipes commerciales, pouvoir proposer un service nouveau. Pour eux, c'est un superbe challenge, apprendre un nouveau métier, et pouvoir proposer autre chose. Je dirais pour eux, c'était hyper intéressant. Donc je dirais, ça a été un véritable booster aussi sur le plan commercial. Et petit aparté, donc là, vous avez racheté Alfred Conciergerie. Il y a peut-être d'autres formes de collaboration que vous avez avec d'autres startups qui fonctionnent différemment? Alors c'est vrai qu'on a d'autres, types d'accords avec des startups, mais là c'est plus des partenariats avec éventuellement pouvoir négocier sur des bouts d'innovation, des contrats d'exclusivité. Voilà. Après, je dirais la seule start-up qu'on en a racheté, c'est Alfred pour des raisons stratégiques. Mais après, on peut mettre en place des contrats de partenariat avec certaines start-up. Oui. Très bien. Alors, quels principaux changements ont entraîné cette intégration pour Alfred Conciergerie? Alors déjà, en termes organisationnels, c'est vrai que cette intégration, quelque part, ça nous a obligés à expliquer ce que l'on fait. Quand on a plutôt des habitudes, eh bien, on doit les retranscrire en process qui doivent être validés donc, par les équipes qualité, par tous les acteurs de l'entreprise et du groupe. Et pour, du coup, permettre cette intégration, donc il a fallu justement expliquer et détailler le parcours client, le parcours fournisseur, les outils, leurs utilisations, les différentes interactions toujours. Et donc tous ces changements sont liés à cette intégration pour nous. Peut-être en termes organisationnels, alors vous le disiez, vous étiez 2 associés, peut-être avec quelques collaborateurs. Là, j'imagine un côté assez
confortable, agréable d'avoir aussi des services complémentaires via le groupe Elior. Et puis des collègues surtout qui sont spécialistes dans leur domaine, ingénieurs, je parlais de la qualité, mais aussi nos partenaires dans nos équipes commerciales maintenant. C'est vrai que d'être intégré au catalogue, eh bien, on s'appuie sur nos collègues auprès des directions régionales, en région, dans toutes les villes. Donc on rencontre chaque jour, chaque semaine de nouveaux collaborateurs. Donc pour nous, oui, bien sûr, une vraie émulation. Alors, est-ce que vous avez pris une start-up du même milieu pro qu'Elior qui avait des appétences pour la restauration ? Non, la preuve, Alfred Conciergerie Ouais, n'est pas du tout dans la restauration. Après, des startups dans la restauration, oui, il y a eu quelques investissements dans des startups liés à la restauration, mais sur lesquels nous ne sommes pas majoritaires. Plutôt sur un format partenariat Sur dont un on format parlait de tout à partenariat, l'heure. oui, tout à fait. Ouais. Ok. Alors, autonomie maîtrisée, qu'est-ce que cela veut dire ? On a parlé tout à l'heure, votre marque à la fin du commentaire. Donc concrètement, je pense que les gens ont envie de savoir un petit peu plus en détail. Donc je l'ai un peu dit, aujourd'hui c'est une filiale. Quelle marge de manœuvre a Alfred Conciergerie dans sa filiale versus peut-être quels sont les comptes à rendre ? Bien sûr, on imagine, mais peut-être dire un peu de façon opérationnelle comment ça se passe. Disons qu'en termes d'autonomie, si on pourrait citer un certain nombre d'exemples pour tout ce qui est, par exemple, demande d'investissement, engagement de dépenses, je dirais là-dessus, on est obligé de passer dans des process groupes. Après, je dirais, on n'est pas sur leur dos en permanence dans ce qu'ils font, etc. Mais c'est pour tout ce qui va être dépenses, pour tout ce qui est chiffrage aussi, les taux de marge minimum demandés, je dirais là-dessus, on demande d'avoir un droit de regard qui ne se faisait pas auparavant, je dirais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure l'histoire, quand on voyait certains business models ou même des business plans de certaines startups, on voyait que s'ils respectaient ce qui était écrit, ils allaient droit dans le mur. Donc du coup, il faut, je dis pas qu'Alfred loin de là, mais du coup là-dessus, on est obligé derrière de contrôler un peu plus ce qui se fait. Et c'est ça qui est difficile à mon avis pour les fondateurs, qui ont les mains totalement libres, puisqu'ils sont propriétaires de leur boîte, et du jour au lendemain, on leur demande éventuellement certaines justifications et de respecter certaines règles. Est-ce que, à l'inverse, et vous allez peut-être compléter Philippe, j'allais dire dans les façons de commercialiser, de manager, d'organiser, il y a un peu une carte blanche à partir du moment où on respecte le processus achat et les objectifs fixés, ou comment vous voyez un petit peu les choses, peut-être Philippe, aujourd'hui par rapport à comment vous organisiez précédemment ? Alors, je vais juste un petit point sur la notion d'autonomie maîtrisée. On sent que c'est une contrainte. Je dirais que ça s'est fait surtout, ou ça se fait même tous les jours, en bonne intelligence. C'est-à-dire ça doit être mesuré. On doit créer collectivement un consensus sur un projet. Donc là-dessus, c'est vrai que les enjeux ne sont plus les mêmes qu'aux deux fondateurs de leur bureau. Là, on entraîne une équipe, on entraîne une marque, on entraîne un groupe. Donc forcément, c'est vraiment bonne intelligence collective qu'on le fait. Au niveau des équipes commerciales, on a eu un temps du coup à détailler ce qu'est Alfred, comment ça fonctionne, comment on le vend, quelles sont ses spécificités, à quel point il est personnalisable aussi en fonction des différentes problématiques des sites. Donc là, il y a eu un temps. Là maintenant, il est surtout maintenant qu'il a intégré le catalogue, il faut répondre à toutes les sollicitations que l'on a. Donc là, c'est encore auprès de nos équipes commerciales un travail de tous les jours. Et puis après, pour nous, donc finalement aussi un temps en plus de notre activité finalement de concierge de tous les jours qu'on a gardé au niveau de notre équipe d'Alfred, eh bien, c'est d'aller à la rencontre
de nos prospects, au niveau des appels d'offres, au niveau des soutenances, etc. Donc ça a été forcément multiplié pour nous. Voilà. D'accord. Ok, on arrive à la fin de cet échange. On me fait un petit signe. Je vous remercie déjà pour les questions posées. Je veux vous remercier encore pour votre témoignage. Merci pour la beaucoup. poursuite des échanges, on vous invite, comme on vous a dit, dans la salle de bocal juste à côté. Et puis, je vous propose de faire un grand merci et de les applaudir encore une fois.